Mesdames et messieurs, bonjour, bon après-midi. Ladies and gentlemen, good afternoon and welcome. Mon nom est Jean-Pierre Primiani, je suis un ami de Mona, mais aussi, excusez-moi, je suis à la fois émotif et un peu malade. Selon l'étiquette qu'elle m'avait donnée et que j'acceptais fièrement et tendrement, son demi-fils. C'est moi qui ai la lourde tâche d'ouvrir le bal aujourd'hui, et vous pouvez imaginer que je ne me sens pas vraiment à la hauteur pour faire honneur en mots à notre chère Mona. Où que vous vous trouviez, Mona, s'il vous plaît, soyez indulgente et recevez toute l'affection que je vous envoie. Avant toute chose, j'aimerais saluer Émile, ainsi que Serge et Chrissa, et leur redire toute ma sympathie et ma solidarité. Chers amis et parents, nous sommes unis aujourd'hui, et c'est bien parce qu'on partage tous l'amour, un même amour pour Mona. Et vraiment, ça fait chaud au cœur de voir autant de personnes réunies, et nombreux pour cette célébration en paroles et en musique. Car en décembre dernier, nous étions confinés et limités à un très petit nombre, à un tout petit cercle pour les funérailles. Et Mona, en fait, souhaitait une célébration au 40e jour. Mais Omicron a fait ses ravages et donc nous avons dû reporter la date plus d'une fois. Bref, nous voici enfin réunis dans cette chapelle musicale, presque un an plus tard, autour d'un programme constitué d'œuvres musicales que Mona appréciait, interprétées par des artistes qu'elle affectionnait particulièrement, ainsi que d'extraits de ses écrits et de ses poésies. J'aimerais d'ailleurs souligner le travail monumental de préparation et de coordination de Myriam Pavlovic, l'architecte de cet hommage. Merci Myriam. Vous savez, Mona avait l'âme d'une artiste. Et elle s'entourait, se nourrissait de ces amitiés qui n'avaient ni âge ni nationalité. C'est le monde de la musique, justement, qui nous a rapprochés, elle et moi, l'orchestre d'abord, puis l'opéra. Et j'ai été témoin de sa passion. Elle pouvait être très critique. Et justement, à quel point elle portait la musique et les musiciens dans son cœur avec tant de respect et d'admiration. Elle a d'ailleurs toujours soutenu les artistes émergents et prenait un réel plaisir à voir les carrières de jeunes musiciens ou chanteurs s'épanouir. Elle était maman dans l'âme, bien entendu, et on connaît l'immensité de son cœur. Mais au-delà de ça, j'en profite. Prenez un petit instant. Voilà, au-delà de l'immensité de son cœur qu'on connaît tous, elle connaissait les sacrifices d'une vie en musique, d'une vie sur scène, et voulait tout faire pour soutenir les artistes et les encourager. Mais si Mona était si engagée, c'est aussi parce que d'une certaine façon, elle faisait tout pour mettre plus de beau dans le monde. Sa philanthropie, son legs, c'est un peu cela, d'avoir laissé une trace de beau partout où elle allait, dans chacune de ses actions et bien sûr dans les mots qu'elle savait si bien choisir. Certes, le beau avait un œil esthétique, les fleurs, les tables bien mises, les foulards Hermès colorés, mais ce beau, c'est essentiellement le reflet de la bonté et de la générosité de son cœur. Car rappelons-nous, Mona avait une conscience sociale aiguë. Elle ne cachait pas ses opinions, elle était prête à se battre, et son côté un peu activiste a servi bien des causes, celles des femmes, des immigrants, des marginalisés. Elle-même en exil, comme elle le disait, c'était une citoyenne du monde. Montréalaise ou Quérotte, elle connaissait bien le parcours des départs chroniques, et c'est peut-être pour cela qu'elle était si ouverte à aller vers l'autre. Je me souviens de ma dernière visite à l'hôpital 3-4 semaines avant son décès. Elle avait accepté que je lui apporte un bon café et quelques viennoiseries, comme je faisais quand on se rencontrait à sa bibliothèque rue Sherbrooke ou en Floride, où elle insistait toujours pour me préparer un petit quelque chose. Et le temps d'une petite heure, le lit de l'hôpital disparaissait, les machines aussi, et c'était une célébration. Mona croquait toujours dans la vie. Chaque rencontre était un événement, un cadeau de la vie en quelque sorte.
Elle était forcément très solitaire dans son travail, mais lorsqu'elle ouvrait la porte à ses amis, c'était un grand moment qu'il fallait immortaliser, et on se retrouvait, malgré nous, sur Facebook. Jean-Pierre, c'est quoi votre titre encore à l'opéra? Combien de fois elle m'a demandé ça? Ce soir, je vous invite à croquer dans les doux plaisirs de la musique et de la poésie, et à vivre ensemble un moment de beauté et de communion. Mona, merci de votre exemple. Cet hommage est pour vous. Conte soufi. On raconte qu'un hérisson parcourait les sentiers de la forêt sur les traces des gazelles. Chaque fois qu'il rencontrait un animal en chemin, il s'enquérait auprès de lui si aucune gazelle n'était, à sa connaissance, passée par là. Un jour, il rencontra un renard qui voulait mettre notre hérisson face à la réalité et lui enlever toute illusion. « Comment peux-tu, cher hérisson, te fatiguer tant à poursuivre des gazelles? N'as-tu pas encore compris que celles-ci sont aussi rapides que le vent et que tu n'as aucune chance de pouvoir en rattraper aucune? Débarrasse-toi donc de cette obsession et mets ton âme en repos. » Ce à quoi le hérisson répondit: « Je sais, cher ami, que mon pas est lent et que mes yeux distinguent à peine la lumière, mais sache que je n'ai dans la vie qu'une seule prétention. Mon seul espoir, vois-tu, est de mourir sur le chemin des gazelles. » Lettre de Mona à Monseigneur Ajar, mars 2003. Cher Slimane, je vous écris cette lettre du cénacle de l'absence, de là où ne meurt que l'illusion de l'oubli. Quelqu'un est passé sur la scène de la vie et son passage résonne à l'infini. Ce soir, je vous écris une lettre d'absence, une lettre de sable et d'eau, une lettre d'océan qui se voudrait un baume sur la peine, celle de votre départ imprévu, celle qui dure en nous, à l'insu et à l'épreuve du temps. Tous ceux et celles qui ont œuvré de tout leur cœur pour ce moment avec vous, tous vos amis présents ici ce soir, tous les artistes qui joueront, liront, chanteront sur l'énergie de votre souvenir, savent bien la densité du vide que laisse une absence, mais savent aussi le plein que laisse en eux une âme comme la vôtre. Alors, du cénacle de l'absence, avec tout le monde réuni en cette chapelle, je salue votre souvenir comme une résurrection. Quand j'étais toute petite, ma dada Ebrahim me racontait des histoires. Elle racontait si bien et si vraie était sa voix que même l'invraisemblable devenait soudain réel à mon oreille d'enfant. Réalité ou fiction, peu importe. Aujourd'hui, je raconte pour vous une histoire d'Orient. En Orient, rien n'est fictif. En Orient, même le rêve est réel. Le sable a dormi sur les monuments millénaires de Haute et de Basse Égypte. Le soleil s'est couché derrière Khéops et la lune est montée sur la rive du Sphinx. C'est le chant égyptien du jour et de la nuit. Teta et Guédo. C'est ainsi que les enfants d'Orient nomment leurs grands-parents. Assise à l'ombre de Guédo, tu étais pourtant si grande à mes yeux d'enfant, tu étais la puissance même, et je croyais vraiment que tu savais changer le sable en or. Je me souviens de ce grand cadre doré, accroché au mur du salon face au sofa, là où siégeait l'arbre généalogique, portant le nom de la descendance mâle pour la postérité. Je te demandais innocemment pourquoi mon nom n'y était pas à la branche de mon père.
D'abord, tu souriais timidement, comme si je t'avais prise en faute, et puis tu te levais comme une déesse antique, me prenais par la main, me conduisais vers la grande armoire en chêne couvrant le mur de ta chambre à coucher, et tu ouvrais le battant fermé à double tour. Je pénétrais alors dans ton monde secret, comme on entre en rêve dans la caverne d'Ali Baba. Parmi les brocarts et les coffrets pleins de bijoux, mes yeux vagabondaient cueillant tous ces joyaux, et je partais sur des chameaux aux selles roses à la conquête de mes désirs. Et j'entendais au loin ta voix glissant des mots marbrés dont je n'ai retenu que la profonde essence. Tu me disais en souriant et sans parler, « Je te lègue tout cela. » يا لور حبك قد لوع الفؤاد وقد وهبتك الحب والوداد ألا تذكري مهلا عبال صفا وغد غائبنا على الوفا. Ce matin, au port de Montréal, le conteneur doit arriver sur le bateau italien via Gênes, Naples et Marseille, en provenance de Port Saïd. Ma mère a soigneusement assisté à l'emballage de mon trousseau de mariée. Les meubles en chêne sculpté, l'argenterie gravée, la porcelaine fine, les tapis orientaux, les tableaux aux petits points et les draps brodés par les orphelines. Tout est intact. Le port de Montréal est un port civilisé. Personne ne pille et personne ne saccage. Il y a 2 valises que j'ai bouclées avant mon départ, moi-même. Ce sont des valises de cuir beige et initialisées NL, Nicolas Latif. J'y ai mis, hors trousseau, des effets de mon monde de jeune fille. Mes espadrilles noires, mon pantalon d'équitation, la robe de faille bleue nuit de mes 16 ans, la robe de satin taffetas rouge que tante Nadia m'avait donnée, des petits mots datant de ma vie au pensionnat, ma jupe de tennis liserée bleu marine et ma raquette, mes Brahms et mes Chopin, le recueil de poèmes de Omar El Khayyam, ma pléiade d'Aragon et quelques menus objets. Plusieurs menus objets. Beaucoup de menus objets. Nous avons déballé l'essentiel. Milay s'est mis au travail pour que nous vivions. Tant bien que mal, je rangeais nos effets dans le cube exigu où le destin nous avait hébergés. Depuis 20 ans, je n'ai pas encore fini de déballer. J'entaille des objets friables, statuettes et potiches. Je fais une légère incision, j'extrais le message, je le mets sous ma loupe, je cherche la langue. Hiéroglyphe, hiératique, arabe, kensi. Cela n'a aucune importance pour l'intelligence de l'œuvre. D'ailleurs, je ne traduis pas. J'interprète les signes. Et les signes parlent pour toutes les langues.
J'ai rêvé que j'étais au Caire. Je me suis donc réveillé d'humeur triste. Je n'ai certainement pas envie de m'habiller, encore moins de sortir d'ailleurs. Où irais-je? Toute une journée a passé avant que le trio travailleur ne revienne animer le lieu. Il est midi. Quelqu'un sonne à la porte. Le facteur, peut-être. Une voix fine à travers la porte. « C'est moi !» J'ouvre au jeune visiteur dont j'ai tout de suite reconnu la voix. C'est le gentil petit cousin rencontré la semaine dernière. Il s'appelle Gamil et il a 13 ans. Je suis un peu gêné d'accueillir un visiteur en déshabillé flottant, mais je le fais quand même entrer. « Mais que fais-tu, Gamil, à cette heure? Tu devrais être à l'école, c'est congé. »« Non, non, pas du tout, c'est l'heure du lunch. »« Ah, et on peut quitter l'école à l'heure du lunch? » Je suis tellement impressionné de tant de liberté, mais surtout joyeuse de recevoir pour la première fois une visite personnelle. « Malou, je dois écrire un poème pour la classe de français. Est-ce que tu peux m'aider? » Un poème. L'allégresse m'emporte vers mes quartiers intimes, et en cet instant précis, je décolle du Polish Bagba et je ne suis même plus au pays de l'avenir. Gamil sort immédiatement son cahier ligné et attend. « Et ils t'ont donné un sujet? »« Non, c'est libre, mais ça doit être un sonnet avec des rimes. Je vais écrire un poème sur mes souvenirs. » Voilà qui correspond rigoureusement à mon état actuel. « Bien, allons dans ma chambre. »« Ça sent bon, dit Gamil. »« Oui, c'est mon Diorissimo qui a imprégné le lieu. Et c'est dans mon décor personnel, dans mon antre, que je serai à l'aise pour aider Gamil à écrire son poème. » Je m'adosse alors aux oreillers pendant qu'il s'assoit sur le bord du lit, son cahier sur les genoux. Sur le haut de la page, on écrit « Souvenir ». Et je lui lance d'un trait « Souvenir ». Vous êtes toujours là, au plus profond de moi. Gamil note scrupuleusement la phrase et soudain, animé par mes mots, il ajoute « Quand je pense tout seul à ma terre quittée et moi d'enchaîner, toi, terre qui de tout temps m'a offert mes étés, il reste une phrase pour finir le premier quatrain, mais la cloche a sonné. » Gamil doit rejoindre sa classe, il ferme son cahier, me dit vite au revoir, enfile son manteau et... Continue tout seul, Gamil, tu me feras lire. Gamil est donc reparti à l'école, et moi, je reste absorbé dans ses pensées émergées sans préavis au cours de cette visite. Un sentiment de béatitude a remplacé mon spleen du matin. Je prends alors mon cahier rose et me mets à écrire des phrases qui pourraient être la suite du poème. Et puis je me lève, me plonge dans la baignoire, enfile mon jean et m'installe devant la télé. Et ce soir-là, quand Milay rentre, il ne me trouve pas en déshabillé de noces, non. Je suis plus joyeuse, plus énergique. Et j'ai même décidé de mettre le couvert pour le dîner-souper. Parce que pour la première fois depuis mon arrivée, je ne me sens plus comme un ovni débarqué sur une terre inconnue. Car j'ai un ami, mon premier ami au pays de l'avenir, un ami avec qui je vais écrire un poème. Et un jeune homme de mon âge, oui, de mon âge, car même si j'ai 19 ans, je reste toujours collé à mes 13 ans. Et le lendemain, Gamil est revenu pour terminer le sonnet. Et le midi suivant, il m'annonce qu'il a eu la meilleure note. Et il est fier de me montrer son cahier.
bord de ta plage. Elle est l'amie qui fend le vent, l'amie qui calme l'océan. Et sur la grève, encore oubliée, veille le lever de l'arc-en-ciel sur ton été. Elle est l'amie des quatre coins de la route, l'amie profonde que nul ne voit le déroute, l'astre couvert sur le chemin, qui dit viens je t'offre ma main, quand son regard plein de pudeur dévoile aux yeux de l'univers son tendre cœur. Notre ami donne envie à ceux qui ne risquent jamais d'aimer au nom de l'amitié. Les règles soufis de la religion et de l'amour. Est, ouest, sud ou nord, il n'y a pas de différence. Peu importe votre destination, assurez-vous seulement de faire de chaque voyage un voyage intérieur. Si vous voyagez intérieurement, vous parcourez le monde entier et au-delà. Ne te demande pas où la route va te conduire. Concentre-toi sur le premier pas. C'est le plus difficile à faire. La quête de l'amour nous change. Tous ceux qui sont partis à la recherche de l'amour ont mûri en chemin. Dès l'instant où vous commencez à chercher l'amour, vous commencez à changer. L'intellect relie les gens par des nœuds et ne risque rien. Mais l'amour dissout tous les enchevêtrements et risque tout. L'intellect est toujours précautionneux et conseille « Méfie-toi de trop d'extase ». Alors que l'amour dit « Oh, peu importe, plonge ». Ne tente pas de résister au changement qui s'impose à toi. Au contraire, laisse la vie continuer en toi. Et ne t'inquiète pas que ta vie soit sans dessus-dessous. Car comment sais-tu que le sens auquel tu es habitué est meilleur que celui à venir? Dans tout ce que nous faisons, c'est notre cœur qui fait la différence, pas les apparences. Les soufis ne jugent pas les autres à leur aspect ou en fonction de qui ils sont. Quand un soufi regarde quelqu'un, il ferme ses deux yeux et ouvre le troisième, l'œil qui voit le royaume intérieur. Le passé est une interprétation. L'avenir est une illusion. Le monde ne passe pas à travers le temps, comme s'il était une ligne droite, allant du passé à l'avenir, non. Le temps progresse à travers nous, en spirale sans fin. Si tu veux faire l'expérience de l'illumination éternelle,
Ignore le passé et l'avenir. Concentre ton esprit et reste dans le moment présent. Il n'est jamais trop tard pour se demander « Suis-je prêt à changer de vie ? Suis-je prêt à changer intérieurement ? Si un jour de votre vie est le même que le jour précédent, c'est sûrement bien dommage. À chaque instant, à chaque nouvelle inspiration, on devrait se renouveler et se renouveler encore. Il n'y a qu'un moyen de naître à une nouvelle vie, mourir avant la mort. Chant moderne aux bien-aimés et le livre ailé. Ces poèmes m'ont été inspirés, en quelque sorte offerts, par une traversée dans le monde des poèmes mystiques anciens, chantant sur un ton psalmodique la bien-aimée réelle ou mythique, le bien-aimé sublimé dans le délire de l'insoutenable beauté. C'est à partir de ce voyage magique dans l'espace de l'amour que j'ai tenté, avec ma voix de femme, d'exprimer la beauté et sa subtile douleur. Écrire des poèmes, c'est avoir intuitivement compris que poésie et quête d'amour sont intriqués dans un seul et même souffle. J'orfèvre un collier pour ton cou royal, une boucle pour ton oreille fine, figurine, éloquente et fragile. J'orfèvre aussi des bagues pour tes doigts, de lapis et de jade, des bracelets en serpent dont les poisons sont des rubis, des anneaux pour tes chevilles, alliages d'or pur et rayons de lune. Puis je te pose dans la gracieuse lumière de mon jardin secret, qui n'a d'égal que celle de tes yeux, clairs et millénaires. J'en oublie la couleur. Je te baigne le long d'un fleuve mythique. Je t'ensoleille d'éternité. Je t'étale sur les papyrus qui mouillent à la rive des rêves. Et je te sèche sur le radeau de mon errance. Toi, le bien-aimé. Quand s'éteindra l'étoile du matin, que le soleil aura fini de heurter nos peaux fragiles, je t'initierai à l'art subtil de respirer la lune par la lucarne de mes songes, à des années-lumière de ce réel qui suffoque tes yeux. Nous sertirons nos cœurs de ces joyaux recueillis au royaume des nuits sacrées. Nous les incrusterons minutieusement dans nos paumes fendues, comme en chassent les poètes dans leurs cahiers d'hiver, le printemps du bien-aimé. La beauté est un miracle. Dans le manque le plus cruel, au détour d'une phrase, d'un regard ou d'un souffle clair, elle éclate et nous tue. Nous mourons de cette mort d'où nous ressuscitons, vite et bien, avec dans l'âme une respiration nouvelle, un nouveau miracle de la vie. La beauté est une légende. Elle achemine le rêve vers ses points culminants, défiant le cauchemar. Elle repêche nos âmes de la gadoue des jours et nous console de la misère. La tendresse est une larme de diamant. Comment oublier cette larme de diamant, mon ange, jaillit sans retenue au fil des mots? Il est des êtres rares dont la présence honore les lieux. Tu honores les cieux de ta tendresse, car tu as la magie de ces mots qui échappent à l'entendement des terriens. Je vis sur un tapis qui roule, sans que pense ma tête. J'avance au gré de ce qui m'est dicté. Je vais de l'avant vers un devoir que je ne veux surtout pas contourner. Quand on aime,
On a toujours les jambes agiles et la tête alerte, même après une chute sournoise et diabolique sur le marbre de la vie. Inonder quelqu'un de tendresse, voilà le but de mon voyage. Je serai là avec passion et avec douleur. Telle est l'essence de toute intensité. Tu portes mon âme, tu me sers de planche à rêve, de soulagement à la lourdeur de ma vie. Quand le sable soudain se meut sous mes pieds et enfonce ma cheville, je me suspends à ton aile diaphane et je vole au-dessus des nids de vipères et des nœuds de guêpes. Dis-moi, mon ange, qu'est-ce que la tendresse sinon que de se porter l'un l'autre dans la tempête? Je te porterai sans décompte, sans question, sans mesure. C'est un bonheur. Est-ce une calamité d'avoir la tendresse en règle de vie, hors de tout préjugé, d'avoir l'insoutenable aptitude au rêve et la chance inouïe de ne jamais céder au désespoir? Je dis non, mais pourtant...
vie, extrait d'ambre et lumière. Ne pas heurter, écrire mes livres, avec la peine du monde, intriquée dans ma peine. Dire mes poèmes, m'exercer au piano, transporter ceux que j'aime, outre fleuve, outre océan, et chanter. Ambre et lumière. Tous les matins du monde, j'ai ton image auréolée d'indicible, pour que monte en mon âme tant de beauté. Tous les matins du monde, l'espoir pique mon cerveau. Quelques gouttes de sang irriguent ma pauvre tête. Tous les matins du monde, je secoue ma vie froissée dans la vapeur du vent humide et je vais de l'avant, mon âme repassée. Je repasse mon cahier, défais les faux plis insérés dans les pages et caresse de ma plume la peau de mon papier. J'envoie un salut aux anges, ceux qui ne dorment pas, ni nuit, ni infini. Ceux qui, tout comme moi, sont en état de veille, les yeux tournés vers le film du monde, aveuglés de nouvelles. Les yeux tournés vers toi, qui me sauve comme on sauve un enfant de son premier chagrin. De l'Édème au poème. De cette mémoire gravée de cicatrices, traces anciennes d'un héritage de perceptions acquises dans cet Orient, jadis berceau du monde, monde porteur de tant de tombes superposées sous terre, voué depuis la création aux plus grandes violences, aux plus grandes sagesses, aux horribles cruautés, à la beauté insoutenable des résonances poétiques de ce pays perdu, témoignant de la perte, de l'exil qui délimite ma vie, longue et profonde ligne grave, de l'amour exacerbé devenu nouvelle terre, de la neige qui me frôle, de l'automne qui m'embrume et du concert du monde qui traverse où que je sois les oreillettes de mon cœur. Je dois écrire un poème.
parfum de liberté. Elle est de ceux qui risquent son âme à chaque avancée. Par sa lumière sidérale, elle soulève les maux qui escarpent les jours. Elle gravit l'injustice. Femme, tu renonces à la douceur pour faire échec à la terreur, femme d'Égypte. Tu es sortie de tes sentiers pour défier les enragés, femme d'Égypte. Ton cœur a glissé dans ta voix. Tu cries sans peur ni désarroi. Vive l'Égypte! Car tu sais qu'elle compte sur toi pour la sauver de son trépas, la terre d'Égypte. Justice! Elle les rattrape où qu'ils soient, dans un palais ou dans la rue, ou dans les souterrains de leur cupidité. Elle les rattrape dans les méandres de leur folie, ou dans le gouffre démoniaque d'un mentor qui les aliène à sa propre perfidie et qui, dans sa démence, décime tout un pays. Elle les rattrape enfin, la justice des nobles, pour mettre un baume sur le corps écorché de l'Égypte écorchée par leurs griffes sauvages, sillons de sang pur, sur la mémoire du temps. Attitude. Il nous faut garder le dos droit, la tête levée, les épaules détendues et les bras grands ouverts, comme si nous dansions le lac des cygnes. Les yeux brillants, les joues en feu, comme si nous attendions le grand amour, l'âme à la pointe du cœur, la foi au sommet des montagnes, comme si nous allions en pèlerinage pour te sauver, pays. La victoire est une attitude. Rêve. Oui, je rêve. Que je marche avec toi dans un champ de lotus, que le Nil est en crue et que les papyrus sont enfin sauvés des eaux. Oui, je rêve, car qui ne rêve rien n'a rien.
Dans mes rêves anciens, j'ai traversé des champs où des milliers d'oiseaux bavards se racontaient l'histoire du monde. Un karawan chantait seul en sourdine. Un karawan chantait seul la douleur du monde. Dans mes rêves récents, j'ai exhumé sa voix. Il chante aujourd'hui sur la terre égyptienne. Il chante pour le cœur de l'Orient et pour l'Orient du cœur. Concerto pour une île. Une île saisie dans le tournant de lumière flirte dans la lumière. Je te regarde, Montréal, dans la clarté diffuse d'un lustre à ciel ouvert. Je te regarde, Montréal,
et je me dis que j'ai grandi sur ton estrade libre, où fondent certains fils barbelés de l'Orient, où se fondent les races, où s'affrontent les sexes, dans un combat utile, là où s'affirme la différence comme un acquis de l'univers. Et je me dis que je te dois les espaces infinis où se tracent mes poèmes d'exil ou de demeure, d'entaille ou de convalescence, d'hier ou d'avenir, encore dans les saisons de tes promesses où dorment les printemps, en attente d'éclore dans le tronc d'un érable au suc du paradis. Poème faxé. Cher Pharaon, simplement pour te dire que ce matin, l'océan est un drap de soie pâle qui se chiffonne sur une rive pâle, lisse comme une aube, où l'amour à peine se lie entre une ligne d'horizon et un fond d'azur distrait, pendant que le soleil à peine se débarbouille, ouvre à peine ses cils d'or et bave sa lumière sur l'heure qui naît déjà et qui s'endort sous l'oreiller du temps. La reine du Nil. Le flux de ses yeux, cette vibration qui émanait d'elle, l'aura de sa présence, ces mots comme une prière, le charme impalpable de l'authentique beauté. Elle comprend tout. Comment fait-elle? Cette île d'où elle est issue lui ressemble. Le vent a la texture de la soie. La lumière est à la fois flamboyante et diffuse. Les rochers s'harmonisent avec les arbres fleuris, hibiscus, bougainvilliers mauve, amandier rose et lilas blanc. Sur son île a passé une ancienne histoire d'Orient, incrustée dans son air, ses monuments et dans les yeux des habitants. Une île d'où les marins sont partis en exil, comme elle s'exila vers nous pour l'amour du Sacré-Cœur. Une île qui la porte comme l'Égypte la porte dans les flancs de son cœur. Pour souffler sur son départ une tempête de roses, un océan de rosée. Lancé avec Anna, au nom de tous, parmi les vagues, un effluve de tendresse, pour qu'elle sente l'amour circuler autour d'elle, en ces derniers jours de sa vie sur la terre, avant le grand voyage vers lequel la porteront les marins de son enfance sur la mer du souvenir.
d'applaudissements pour nos artistes. Andrew Wan, Brian Maker, Neil Grip. Au piano, Misha Brocker. Émilie Auclair au violon. Noémie Raymond-Frizet au violoncelle. Nos interprètes, Élise Boucher de Gonzague et Fayrouz Oudjida. Et nos résitants, Christine Ayoub, Yvan Leclerc, Myriam Pavlovic et Maët Elmissani. Une dernière main d'applaudissements en hommage à Mona Latif Gattas. Merci encore de votre présence. Au nom de toute la famille de Mona, je vous invite à vous rendre de l'autre côté, dans la salle attenante, pour un vin et fromage, un vin de l'amitié, un moment d'échange. Merci beaucoup. Bonne soirée.